Nouveau journal, bienvenue à tous, madame, monsieur. Prenons le titre de cette édition, validation de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe. Pour le gouvernement congolais, cette stratégie constitue la composante d'un programme intégré de réduction de la pauvreté. Elle doit servir de document de référence pour une meilleure coordination et une synergie d'intervention dans la vision de renforcement du leadership du gouvernement congolais pour des actions en faveur de la population en réponse aux besoins de cette dernière. Et puis le choix de la planification familiale, levier de l'épanouissement pour la femme, thème intégrateur retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de la contraception. Une journée qui a permis de favoriser l'autonomie, de permettre de choix éclairés et de faire progresser les efforts mondiaux en faveur de la santé reproductive et de la planification familiale. Et puis nous parlerons industrie culturelle en RDC, une industrie quasi absente mais encore beaucoup plus centrée sur la musique. Encore quel pays ne dispose pas d'une politique culturelle? Alors les quelques structures existantes d'accompagnement des artistes peinent à propulser ces derniers qui se tournent beaucoup plus vers l'accompagnement et le soutien extérieur. Steve Mbouy reçoit Yann Koueté, opérateur culturel, à suivre dans l'invité du journal. Bienvenue, madame, monsieur, dans cette grande édition du journal. Le comité provincial de sécurité du Nord Kivu a, dans sa première réunion présidée ce mardi par le gouverneur intérimaire, alerté sur la présence des espions rwandais sur le sol congolais. Alors, les services de sécurité sont ainsi appelés à une forte vigilance pour déjouer ces plans du régime de Kigali. Suivez le compte rendu de cette réunion lu ici par le porte-parole du gouvernement. Le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilants pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il ressort que certains compatriotes faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés, seraient à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. La stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe fera l'objet d'un atelier de 3 jours organisé ici à Kinshasa par le gouvernement congolais qui estime que cette stratégie constitue donc la composante d'un programme intégré de réduction de la pauvreté. Alors ces programmes doivent servir de document de référence pour une meilleure coordination et une synergie des interventions dans la vision de renforcement du leadership du gouvernement congolais pour des actions en faveur de la population en réponse justement aux besoins de cette dernière. Détail, Félix Matoudi. Avec l'organisation à Kinshasa durant 3 jours de l'atelier de validation de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, les ambitions de développement de l'RDC pour son émergence plaident pour l'intégration de la prévention des risques dans toutes les politiques publiques et dans tous les secteurs en vue d'une gestion efficace des risques de catastrophes, en vue de la réduction substantielle des pertes liées aux catastrophes et partant contribuer au développement durable, incluant l'amélioration de la résilience communautaire. À Martelly, le patron de la territoriale. Comptant sur l'expérience cumulée des experts ici réunis, vous
convie à travailler en toute responsabilité pour la projection rigoureuse des interventions sur base des données réelles. Pour les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, la présence des partenaires à cet atelier témoigne l'engagement pour construire ou mieux renforcer le partenariat que le gouvernement congolais entretient avec tous les acteurs pour des actions en faveur de la population en réponse à ses besoins et avec pleine participation. Le cadre programmatique de cette stratégie de réduction des risques de catastrophe a reconsidéré les exigences de chaque phase du cycle de gestion de catastrophe. La préparation est la racine principale et le tronc dont dépend l'efficacité des opérations de secours. La réponse doit être déclenchée en une urgence pour sauver des vies humaines et subvenir aux besoins imminents des sinistrés. En croix, Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la RDC indique que le Congo-Kinshasa doit mener un combat disproportionné entre l'immensité des besoins et les ressources qui sont largement insuffisantes. Et il n'y a aucune fatalité à ce qu'un aléa naturel entraîne une catastrophe naturelle, car beaucoup dépend de l'action humaine, ce qui requiert de forts engagements en termes de gouvernance et de coordination. Durant les travaux de cet atelier, les experts des hauts rangs qui sont rassemblés dans ces cadres mettront à profit leurs connaissances et compétences pour traduire les constats d'insuffisance des capacités en stratégie cohérente avec une programmation pragmatique et réaliste de renforcement des capacités portant sur l'acquisition d'équipements et des matériels spécifiques et ainsi que la mise à disposition des ressources humaines compétentes. Autre atelier organisé, celui de la chaîne des valeurs de recyclage des batteries, une initiative du Conseil congolais de la batterie qui vise donc à rencontrer la volonté du chef de l'État et du gouvernement congolais. L'objectif de cet atelier est de booster la chaîne des valeurs afin de permettre à la population de prendre part à l'extraction et l'importance des minerais du pays, mais aussi booster l'accroissement des ressources qui seront générées par ces secteurs. Cet atelier sur la chaîne des valeurs et le recyclage de la batterie, un riche moment que le Conseil congolais de la batterie a offert à la jeunesse. Il s'agit de l'avant-goût de la chaîne des valeurs, une fois installée et opérationnelle, permettra au peuple congolais de se retrouver dans l'extraction et l'importation des minerais de la République démocratique du Congo. Le directeur général Denis Lecourtier a évoqué l'indispensabilité du recyclage local de la batterie pour booster l'économie congolaise. La chaîne de valeur, pour expliquer simplement, c'est, par exemple en ce qui concerne la batterie, c'est qu'il y a d'abord les minerais. Aujourd'hui, nous exportons les minerais, on les extrait, on les exporte. Donc on peut prendre un exemple simple, admettons qu'on les exporte à $100 le kilo. Là-dedans, il y a peut-être des taxes pour $20, il y a des salaires pour 10-15 $, etc., qui restent dans l'économie congolaise. Tandis que si on transforme ces métaux localement pour aller à une étape suivante, on va peut-être vendre à 300, il va y avoir 30 de salaires en plus, des taxes en plus. Donc en fait, c'est plus on intègre dans la chaîne de valeur, plus il y a de l'argent qui reste dans l'économie congolaise au bénéfice des Congolais. Pour le directeur technique du Conseil congolais de la batterie, ces processus chimiques qui permettent de récupérer des différents matériaux contenus dans des batteries après leur utilisation, comme le nickel, le cobalt, le manganèse et autres, doivent être mis en vigueur. La RDC est obligée de faire le recyclage. Le recyclage implique une politique de collecte. Cette politique de collecte, oui, nous sommes en train de la mettre au fur et à mesure. Parce que ça, c'est en fait l'établissement de la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur avec les différents maillons, nous pouvons indépendamment commencer sur un maillon que sur un autre. On pense nous faire comprendre que notre maillon sur lequel nous devons, c'est seulement l'extraction minière et un peu de raffinerie. Mais nous pouvons sauter aussi au recyclage. Créé en 2022 par un décret du Premier ministre, le Conseil congolais de la batterie est un établissement congolais qui a pour objet la gestion de la chaîne des valeurs des batteries. Nous allons prendre à présent ce SOS d'une mère de plus de 70 ans qui demande justice dans l'affaire qui l'oppose à un de ses fils biologiques, Bouchou Béatrice, dont le fils Devel Okito, qui réside en France et s'est accaparé des propriétés de sa mère encore vivante et qui refuse que ses sœurs et frères jouissent des mêmes droits, a porté au niveau de la Cour de cassation une affaire dont le verdict aux instances antérieures a à chaque fois été donné en faveur de sa mère. Et exaspérée, cette maman qui a atteint son 3e âge espère que la Cour lui donnera raison, sauf qu'elle exige que l'audience soit publique. Oui,
eloko nazosenga ye mwana na nga wana mibale ifakuma mbongo ya balocataire kuna. Je demande que justice soit faite jusqu'au bout dans cette affaire qui m'oppose à mon deuxième fils Devel Okito, qui vient à Kinshasa. C'est lui qui récupère jusqu'ici frauduleusement les frais des loyers. À Yolo Médical, c'est 1400 $. Là, on avait fait la compensation, c'est 700 $. Et même le médecin, qui est mon locataire, est le pion de mon fils. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas quand j'ai accepté d'aller à Kinkole où ce sera plus aéré. Nous étions simultanément en procès avec mon fils via ses avocats quand il s'est servi de ses médecins pour venir me rouler. Il a confisqué mes 2 autres parcelles alors qu'il ne connaissait même pas leurs anciens propriétaires. C'est à peine qu'il a avoué avoir volé à l'époque tous les livrets parcellaires. Et depuis, il nous dit « Vous n'avez aucune parcelle, détrompez-vous ». Et c'est lui qui continue à prendre tout l'argent. Et il envoie même les Kouloun à me menacer sous prétexte que le propriétaire refuse que tu viennes ici. Appelez-le ici à Kinshasa en présence des anciens propriétaires. Nous disposons de tous les documents et ces personnes-là sont vivantes et prêtes à témoigner. Elles ont témoigné jusqu'ici à toutes les instances. Et mon fils, depuis, a amené l'affaire au niveau de la Cour de cassation, se disant « Jusqu'à ma mort, le procès n'aura pas eu lieu ». Je demande alors une audience publique. Mon fils, Devel Okito, doit être condamné et faire la prison ici. C'est parti pour la 7e édition de l'Alternative Mining Indaba RDC, un forum qui s'étendra durant 2 jours et axé sur la bonne gouvernance et mobilisation des recettes fiscales minières dans les contextes des transitions énergétiques en RDC. Autour de ces thèmes, les experts du secteur minier ont traité la question de la corruption dans ce secteur, identifié comme le frein de développement. Béni Lacondal. C'est une 2e édition de l'Alternative Mining Indaba RDC qui se lance à Kinshasa. Finalité, maximisation des recettes du secteur minier. Ce forum a réuni les consultants et experts de ce secteur autour de la promotion de la bonne gouvernance et mobilisation des recettes fiscales minières dans le contexte de la transition énergétique en RDC. C'est après une session inaugurale sur les opportunités de l'accélération du développement économique et la course d'approvisionnement responsable de minerais critiques que les acteurs miniers ont relevé la question de la corruption, facteur du sous-développement de ce secteur. Ce qui tue ces pays, c'est la fraude. Ok ? La fraude, les chiffres qui ont été donnés, 30% des revenus miniers, sur les 30%, il y a 70% qui n'arrivent pas. Donc, si on arrivait à capter ces 70% des fiscs et 60%, le revenu minier serait vraiment très très développé. La fraude est organisée par type d'exploitation. Nous avons la grande exploitation, les usines, nous avons l'exploitation à petite échelle et nous avons l'exploitation minière artisanale. Parmi ces 3 modes, et la fraude est organisée différemment. Aujourd'hui, nous fonctionnons dans un cadre légal qu'on appelle les codes miniers. C'est les codes miniers, bon, vous avez entendu parler, ils ont mis en place l'inspection générale des mines. Nous avons des structures. Tout à l'heure, il y aura des ateliers qu'on a préparés pour voir les organismes qui sont censés lutter. Un leadership responsable et clair, ingrédient susceptible de combattre ces fléaux qui gangrènent le secteur minier. Le problème de corruption, comme je l'ai dit, c'est là. C'est dans notre mental. Mais également, le déclic en ce qui concerne la lutte contre la corruption, ça doit partir de là. Il faut donner un déclic, il faut pousser, n'est-ce pas? Et là, je vous ai cité un certain nombre d'ingrédients. Leadership responsable et leadership clair. Ça part du top. Ouverte en session plénière, session spéciale et en atelier, cette 7e édition de l'Alternative Mining Indaba RDC prévoit l'adoption des recommandations à sa clôture. Le 26 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée de la contraception, le choix de la planification familiale, l'évier de l'épanouissement pour la femme, thème national intégrateur retenu cette année. Cette journée permet donc de tabler sur les défis et les avancées déjà enregistrées dans ces secteurs, mais également permettre d'opérer des choix éclairés. Le monde a célébré ce mardi 26 septembre 2023 la journée internationale de la contraception. À Kinshasa, une matinée d'échange a été organisée par le comité technique multisectoriel de la planification familiale. C'est le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui a donné le coup d'envoi des activités.
La couverture santé universelle est inscrite à l'axe 49 de notre programme du gouvernement. Elle vient d'aboutir il y a 21 jours par le lancement par son Excellence le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, du programme de la gratuité des soins pour tous autour de la grossesse, l'accouchement et le nouveau-né jusqu'à 28 jours dans la ville-province de Kinshasa, avant de s'étendre dans le reste de notre pays. Le choix de la planification familiale, levier de l'épanouissement de la femme, c'est le thème retenu cette année. Pour le vice-ministre de la Santé, la population en général et la jeunesse en particulier doit être davantage éclairée sur les bienfaits que peut procurer une contraception bien comprise, bien pensée et bien réalisée. Cette action salutaire pour nos femmes et nos filles reste couplée à l'offre de services de la planification familiale et les études ont montré qu'elle contribue à diminuer jusqu'à 30% les décès maternels et néonatals, ce qui contribue à l'épanouissement familial. Instaurée en 2007 par les Nations Unies, la Journée mondiale de la contraception vise à lutter contre les grossesses non désirées et se veut réduire la croissance démographique non planifiée. Tous pour un, une seule santé pour tous, c'est donc la thématique choisie pour la célébration de la Journée mondiale des luttes contre la rage. Et à Kinshasa, le ministère de Pêche et Élevage, celui de l'Environnement et Développement durable, de la Santé publique ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire étaient en atelier d'observation et des plaidoyers de la mise en œuvre du plan d'élimination de la rage avec l'Organisation mondiale de l'alimentation et l'agriculture. Il était question de réfléchir sur les méthodes d'éradication rapide de cette zoonose qui fait partie des maladies meurtrières. Le ministère de Pêche et Élevage, avec votre autorisation. Le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Élevage, le représentant des ministères de l'Environnement et du Développement durable, de la Santé publique et de l'Enseignement supérieur et universitaire, réunis ce mardi en atelier d'observation et des plaidoyers de la mise en œuvre du plan d'élimination de la rage, ensemble avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que plusieurs autres partenaires financiers et techniques. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la rage, célébré sous le thème « La rage, tous pour un, une seule santé pour tous ». Il était question de réfléchir sur les différentes méthodes d'éradication rapide de cette zoonotique, ici en République démocratique du Congo. J'en appelle à toutes les parties prenantes de faciliter toute initiative susceptible de promouvoir la stratégie mise en œuvre pour l'élimination progressive de la rage en RDC à l'horizon 2030 qui consiste à assurer la sensibilisation du grand public sur la prévention de la rage, la prophylaxie post-exposition précoce, ainsi que la vaccination d'au moins 70% des chiens. Avec près de 60 000 décès par année chez les êtres humains dans le monde, dont 40% de victimes représentées par des enfants de moins de 15 ans, la rage est considérée comme l'une des plus anciennes maladies zoonotiques, mondialement connues et reste encore négligée à nos jours. En République démocratique du Congo, la rage est endémique et endeuille au quotidien les populations, surtout celles vivant en milieu rural. La situation sanitaire n'est malheureusement pas bien connue parce que la maladie est aussi négligée et sous-rapportée. Selon les données nationales, la situation épidémiologique cumulée de cette pathologie en RDC, de la période allant de janvier à août 2023, indique la résurgence des foyers dans 18 des 26 provinces que compte le pays, avec plus de 500 décès à nos jours. Le thème de la 17e édition de la Journée mondiale de la rage réaffirme une fois de plus l'esprit collaboratif et participatif qui devrait animer toutes les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de la lutte contre la rage d'une part et d'autre part la nécessité de mutualiser les efforts pour venir à bout de cette maladie meurtrière. Nous allons parler culture et c'est tout de suite dans l'invité du journal. Steve Mbouy reçoit Yann Kouété et l'industrie culturelle congolaise est au cœur de leurs échanges. Nous allons parler de l'industrie congolaise. Vous savez, la culture congolaise n'est plus qu'en République démocratique du Congo, mais au-delà de ses frontières. Et pour en parler, je reçois Yann Kouété. Alors, j'espère que vous n'oubliez aucune de ses casquettes. Opérateur culturel et fondateur de Koubar Galerie, une galerie donc digitale. Yann Kouété, bienvenue. Bonsoir, Steve.
Qu'est-ce que j'ai oublié dans votre présentation? Écoute, Yann Kouete, opérateur culturel, commissaire d'expo et voilà, fondateur de Coubard Galerie, qui est une galerie hybride, digitale et physique. Alors on va dire un activiste comme ça, culturel, on va le dire comme ça. On peut dire artiviste culturel, ouais, on peut le dire aussi, parce que l'idée c'est de militer aussi pour promouvoir les cultures en général en Afrique, mais en particulier en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Depuis des années, on essaie de militer pour valoriser les artistes congolais à l'international. Une valorisation, il faudra le dire, à l'international, qui est beaucoup plus dans un penchant, on va le dire, hein, nous en parlons d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça le sujet, la culture congolaise se vend plus à l'extérieur, mais on a comme l'impression que c'est beaucoup plus de la musique. Pourtant, il y a l'art contemporain dans lequel vous êtes, il y a la peinture et autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que ça a toujours été un problème. En fait, le problème, c'est notre imaginaire collectif. Notre imaginaire collectif a toujours été relié à la rumba depuis les années 80. Mais on oublie que la RDC, c'est parmi les pays en Afrique qui a plus d'un siècle d'histoire d'art contemporain. Donc, remonté par Pili Pili, plein d'artistes. On est parmi ces pays qui ont vraiment créé ce mouvement des artistes contemporains, plus d'un siècle, hormis l'Afrique du Sud. Mais on n'arrive toujours pas à capitaliser parce qu'on a toujours tendance, quand on parle de la culture, c'est pas que la rumba. C'est le grand problème ici. Quand on parle de la culture en général, aujourd'hui même on parle des industries culturelles et créatives qui créent tout cet écosystème. On a la musique, on a les sports, on a les jeux vidéo, on a les arts visuels, les arts graphiques, on a la sculpture. Et tout cet écosystème, c'est ce qu'on appelle les industries culturelles. Mais derrière ça, il y a moyen de mettre en place un écosystème pour enfin permettre, ça peut être un levier économique par rapport au pays. Mais particulièrement, moi je suis dans les domaines des arts visuels, donc les arts contemporains en général, donc ça veut dire qui réunit peinture, sculpture, photographie, performance, tout. Et on a des artistes ici en RDC qui aujourd'hui excellent. Mieux à l'extérieur, mieux vendu d'ailleurs. Comment ça s'explique? Très mieux. Mais ça s'explique pourquoi? Parce qu'on a un problème ici. Le problème est qu'on n'a pas assez d'institutions qui encadrent des artistes. Ou après, je ne suis pas là pour responsabiliser les gens, mais juste pour passer un message. Il faudrait bien. Exactement. Après, si on commence à responsabiliser les gens, ça serait une autre discussion. Mais en fait, on n'a pas un vrai politique culturelle au pays. C'est ça le grand problème. La preuve en est jusqu'aujourd'hui. La loi de la politique culturelle au Parlement n'a jamais été votée jusqu'aujourd'hui. Ouais. Dernièrement, je parlais avec un ami, Augustin Picalet, où on discutait. Apparemment, cette loi devait être encore réétudiée parce qu'il n'y avait jamais le volet numérique qui a été inséré dans cette loi-là. Oui. Et voilà. Et déjà, le statut de l'artiste en RDC n'est pas reconnu. En fait, il y a tellement de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est plus... voilà, les gens sont fixés à la rumba. Oui, la rumba, c'est bien aujourd'hui reconnu comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une chose, mais on a aussi les arts contemporains, des artistes qui excellent, comme tu l'as bien dit, très très bien à l'étranger. On a des gens qui font de la photo, qui font de la peinture, qui font de la sculpture. Mais tous ceci, je crois que le problème, en fait, c'est un écosystème dans notre pays. Parce que dans d'autres pays, on a des institutions qui encadrent ces différentes disciplines. Exemple, à part le ministère de la Culture, oui, qui est un ministère de tutelle, qui doit veiller à ça, mais au-delà du ministère de la Culture, on devra avoir des conseils des arts de Kinshasa, les conseils des arts du Congo. Ce sont des institutions qui peuvent aider. Inexistantes pourtant. Qui n'existent pas, mais dont d'autres aussi qui existent. Pourquoi on les crée ça nous permet de décentraliser, enfin, de prendre en charge certaines disciplines. Mais voilà. Et pour arriver à créer tout ça, c'est vrai, il faut des réformes. Le problème aussi, c'est de la compétence. Aujourd'hui, on n'a pas de gens qui sont formés dans ça. J'en parlais avec des amis. C'est vrai qu'on a des historiens, mais on n'a pas de critiques d'art. On n'a que le musée, on n'a pas de galerie à Kinshasa, si je me trompe. Je sais qu'il y a 2 ou 3 galeries, mais il n'y a pas de galerie dans une ville où... À proprement dit, en la taille d'ailleurs du pays. Est-ce que justement le manque de toutes ces différentes structures sont un manque à gagner du côté culturel pour enfler justement les caisses de l'État? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, la culture peut être un levier en termes de développement de l'économie, donc culture, tourisme. Je donne un exemple, et si on arrive à avoir des événements culturels qui est soutenu, qui est accompagné par l'autorité, ça crée de l'attraction, ça crée du tourisme. Voilà, je donne un exemple aujourd'hui. Un festival comme la FEMUA en Côte d'Ivoire, quand j'y étais cette année, quand on y va à FEMUA, il y a une attractivité énorme. Donc les gens ne viennent que pour ce festival. Mais au-delà de ça, il y a moyen de créer
ces festivals, créer des rendez-vous culturels. On a un pays où on a plus de 400 ethnies, je ne me trompe pas, 400 ethnies. On a une pluralité en termes de culture, mais il y a moyen de mettre ça en amont. Mais pour ça, il faut chercher des gens qui réfléchissent, des gens qui ont écrit, des gens qui sont formés, enfin de faire une espèce d'inventory, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc il y a un grand travail. Et on parle des artistes aujourd'hui qui se vendent. Pourquoi les artistes se vendent mieux à l'extérieur? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Tu as des artistes, je donne un exemple, un artiste que j'aime bien suivre, Eddie Kamanga, par exemple. C'est un artiste aujourd'hui qui s'exporte, comme là actuellement, il fait une exposition monographique à New York actuellement. Et aujourd'hui, cet artiste, il est représenté dans des grandes foires d'art. On va retrouver des toiles d'Eddie Kamanga dans le Art Basel à Miami, Art Basel à Paris, dans des grandes foires. Pourquoi? Parce que les artistes ont compris, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens qui arrivent, qui détectent des artistes, ils l'exportent. Mais le manque à gagner, c'est quoi? Parce que l'artiste est vendu à l'intérieur. Mais ici, on n'en profite pas. On n'a même pas des collections privées ici. Bon, après, c'est... Collection privée, vous en avez une. On va d'ailleurs, on parle avant de chuter, Koubar. Une exposition très prochaine à Paris, c'est ça? Koubar Galerie, en fait, c'est une galerie dont le projet existe depuis plusieurs années, mais je me suis mis il y a ces 3 dernières années, où, comme j'ai dit, on a commencé pendant Covid avec une exposition virtuelle qui avait très marché. À partir de ça, je me suis dit, non, il est important pour moi, étant congolais, ayant quand même eu cette ouverture, et étant aussi un amoureux de l'art et de la culture, c'était important d'avoir une galerie congolaise qui pourrait porter, rayonner les artistes à l'étranger. C'est vrai qu'on ne peut pas supporter tous ces artistes, il y en a tellement nombreux. Mais pour moi, j'ai dit c'est un bon commencement. Aujourd'hui, je représente actuellement 3 artistes, 2 photographes, Rachel Balaïka, Priska Mukeni, Eddie Boudjongo. Et comme là, actuellement, le mois prochain, pour la première fois pour une galerie de Kinshasa, nous serons présents à la foire ACA. C'est une foire d'art qui se passe au mois d'octobre, du 20 au 22 à Paris, au Carreau du Temple. C'est la même semaine, en fait, pendant le Art Basel, photo éphémère. C'est vraiment, je peux dire, en fait, le mois d'octobre à Paris, c'est vraiment la rentrée de l'art contemporain, en fait. Il y a plusieurs activités. Ces événements, ça permettra de mettre en avant nos artistes. Pourquoi? Il y a des... avant l'ouverture de la foire, il y a une exposition privée où la foire invite des collectionneurs, qui invite des conservateurs, des directeurs de musées, pour mettre en lumière les artistes africains. Très bien. Merci, nous la suivrons. Merci Yann Kouté d'avoir répondu à notre invitation. Merci Steve. C'était l'invité du journal. Et on va finir avec ces communiqués de presse de la Caisse nationale de sécurité sociale. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe tous les employeurs que suite aux travaux de maintenance qui se font sur les sites cns.cd, quelques perturbations sont observées depuis ce mardi 26 septembre 2023, notamment en ce qui concerne la télédéclaration. À cet effet, elle tient à rassurer tous les assujettis du régime général de la sécurité sociale que les équipes sont à pied d'œuvre pour établir la situation dans le meilleur délai et sollicite l'indulgence de tous les partenaires sociaux suite à ces désagréments. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service call center au numéro +243 99 60 30 210. Ce communiqué est signé Charles Moudiaï Kiazadi. Ainsi, Madame, Monsieur, se referme cette grande édition du journal. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, nous vous remercions de nous avoir suivis.